bonjour. C'est avec joie et beaucoup d'émotion et de fierté que je me présente à vous ce jour pour ouvrir ces premières rencontres internationales de la supply chain, ici à Paris, dans ce magnifique cadre mis à notre disposition par le pavillon d'Armenonville. Cet événement est très important pour nous, c'est le résultat de 3 ans de travail de notre comité de direction, de nos administrateurs et de nos membres, pour faire prendre conscience à tous les acteurs économiques et politiques de notre pays que la supply chain est devenue au fil des années une fonction centrale et stratégique pour l'entreprise. À l'image du cœur qui bat régulièrement pour irriguer les vaisseaux sanguins de l'être vivant, la supply chain organise et coordonne à tout instant l'ensemble des flux de marchandises, du producteur de matières premières aux producteurs et fabricants de produits finis jusqu'au consommateur final. Et en France, ce sont près de 2 millions de cœurs humains qui battent chaque jour dans les métiers de la logistique et de la supply chain pour en faire en sorte que nous, clients que nous sommes également, soyons toujours plus satisfaits et comblés. Ces 3 ans de travaux qui ont eu pour seul objectif d'aider les entreprises de tout secteur d'activité à se doter d'une supply chain d'excellence à horizon 2020, et d'ailleurs on y est presque, nous ont conduit à travailler sur 5 grandes problématiques qui sont sur la recherche des modèles de supply chain agile et résilient, sur la transformation supply chain multicanal en supply chain omnicanal, sur l'incorporation de l'innovation et des technologies digitales dans la supply chain, sur le renforcement et la prise en compte de la démarche RSE dans la supply chain, et enfin, sur les hommes, les formations, les nouveaux métiers, l'attractivité des jeunes diplômés dans les métiers de la supply chain. Tout au long de cette journée, nous allons revenir sur l'ensemble de ces problématiques dans les nombreuses présentations et tables rondes qui vous seront proposées. Et pour introduire en détail les différents thèmes de cette journée, nous avons l'immense honneur et un grand plaisir d'accueillir ici, au pavillon d'Armenonville, un très grand capitaine de l'industrie française qui dirige l'un des plus prestigieux groupes industriels internationaux que compte à ce jour notre pays, leader mondial dans ses activités, dont l'un de ses principaux combats, c'est de développer une entreprise performante et responsable, soucieuse de la préservation de notre planète, et j'insiste sur ce sujet, sur ce point, qui la semaine dernière à Montréal, donc on est en plein dans l'actualité, dans le cadre d'un événement exceptionnel, Moving On, sur le thème de la mobilité durable, et on a eu la chance d'être conviés, a mobilisé plus de 5000 chercheurs, experts, politiques et chefs d'entreprise venus du monde entier, qui aujourd'hui va nous parler de son entreprise, partager avec nous sa vision de la fonction supply chain en général, et également au sein de son groupe, et introduire les grandes thématiques de la journée. Mesdames et messieurs, sans plus attendre, je vous demande d'accueillir sous un tonnerre d'applaudissements c'est à toi, rien. Florent Ménégo, directeur exécutif du groupe Michelin. Florent, bonjour. Merci beaucoup pour cette introduction très rock'n'roll, j'aime beaucoup ça. Je ne m'attendais pas à ça, donc je pensais qu'on allait parler de supply chain. Merci beaucoup de votre invitation, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. J'ai beaucoup apprécié le petit message d'introduction parce que je pense que ça correspond tout à fait aux défis auxquels Michelin est confronté. Et puis par rapport à votre introduction, je vais peut-être démarrer par un petit mot sur notre vision de l'entreprise. Parce qu'en fait, c'est très important de démarrer par ces choses de base. Alors une entreprise, c'est pour des questions de survie, de capacité à se développer, une entreprise, c'est d'abord une machine qui doit réaliser du profit et en même temps optimiser les capitaux qu'elle emploie pour réaliser ce profit, ce qu'on appelle dans le jargon technique le ROCI.
C'est très important de gérer ces deux valeurs-là parce qu'en fait, c'est la condition de la survie de l'entreprise. Mais l'entreprise, c'est également et d'abord un système humain qui fabrique cette rentabilité au quotidien. Et la coordination de ce système humain est absolument essentielle, la coordination et la motivation de ce système humain. Et le système humain, d'ailleurs, devient aussi l'objectif de l'entreprise. Et Michelin développe les choses par l'humain et pour l'humain. Donc ça, c'est absolument essentiel de le comprendre parce que derrière, il y a une philosophie humaine des choses qui irrigue toute l'entreprise. Il faut bien comprendre d'ailleurs, dans le monde moderne dans lequel on vit, que quelquefois on oublie ces notions de base. Et la technologie, pour l'humain, quel est le sens? Si derrière la technologie aboutit à la destruction de l'humanité, pour l'humain, on ne voit pas tellement l'intérêt. Et l'entreprise, elle est au cœur de cette problématique-là. Et l'entreprise, c'est troisièmement, et c'est aussi important, et on ne choisit pas entre ces dimensions-là, entre le profit, l'humain, et l'entreprise, elle s'inscrit dans une société. Elle s'inscrit dans une société, cette société, elle a un aspect humain, un environnement humain, on est dans une ville, dans une communauté, dans un pays, et elle s'inscrit aussi dans un environnement. Tous les produits et les services qu'on délivre, on prélève de la matière et on doit rendre compte, l'entreprise doit rendre compte sur l'usage qu'elle a fait de ces matières ou de l'énergie qu'elle a prélevée pour fabriquer ces services. Et donc ces trois éléments-là font partie intégrante de l'entreprise et sont totalement intégrés dans ce qu'est Michelin. Et Michelin au quotidien, c'est tout ça. Et la semaine dernière, on était ensemble à Moving On. Nous avons parlé de ces problématiques-là avec une orientation plus poussée autour des questions de mobilité durable. Mais ça correspond à cette philosophie-là. Et de bien comprendre que les conditions de survie de Michelin à un horizon de plusieurs dizaines d'années devant nous sont là. La capacité à réaliser du profit en utilisant le moins de capitaux possible, en immobilisant le moins de capitaux possible et en utilisant le moins de capitaux possible, c'est développer les choses par l'humain et pour l'humain, et c'est s'inscrire dans un environnement en respectant la société dans laquelle on est et les matières que l'on prélève. Alors, on l'a vu dans le petit film, les attentes des consommateurs se bouleversent, changent radicalement. Et on est tous, en fait, consommateurs. À un moment, tous ici dans la salle, vous êtes des consommateurs. Et les attentes ont changé, ont été transformées par la technologie. Aujourd'hui, vous avez accès au monde avec une petite fenêtre. Vous êtes en relation, en permanence, avec tout ce qui se passe dans le monde. Ça a des conséquences très importantes sur toute la manière dont l'entreprise est organisée. D'abord, on vit dans un monde maintenant d'instantanéité. Aujourd'hui, toute la même information est partagée quasiment instantanément partout dans le monde. Ça introduit une volatilité extrême dans tous nos marchés. Parce que la même information étant partagée, la même intelligence est partagée aussi dans le monde, et donc les gens anticipent et interprètent à partir de cette information les mêmes choses et réagissent au même moment. Ça amplifie tous les phénomènes. Vous avez quasiment plus de choses où on a des temps de latence entre des réactions entre les différents pays ou les différentes villes ou les différentes sociétés. Donc tout le monde amplifie les phénomènes. Concrètement, ça se traduit par des pompages extrêmement violents et la supply chain, nos métiers, supply chain, sont directement impactés par ces phénomènes de volatilité. L'autre phénomène, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans un monde d'abondance. Alors, il y a certaines parties du monde où ça n'est pas encore arrivé, mais structurellement, le monde qui était organisé autour de la pénurie de biens est aujourd'hui en train de s'organiser autour de l'abondance de biens. Et cette abondance de biens, l'abondance de choix, elle impacte tout le monde. Il y a une hyper-concurrence parce qu'il y a des espaces de rentabilité qui sont disponibles, donc vous avez beaucoup de monde qui s'y intéresse, vous avez beaucoup plus de population qui est capable de produire, et vous avez beaucoup plus de marchés qui sont ouverts. Le marché s'est mondialisé, même si en ce moment on a de temps en temps des tentations d'essayer de le refermer, mais en réalité le monde il est déjà globalisé, il est déjà mondialisé. Et on est aujourd'hui sur des marchés en Chine. En tout cas pour Michelin, le monde, c'est déjà un seul marché. Il n'est pas unifié, avec beaucoup de difficultés d'ailleurs de fonctionnement, notamment de nos opérations supply chain, liées au fait que le flux n'est pas organisé, un flux mondialisé n'est pas compatible avec la structuration par pays telle qu'on l'a aujourd'hui. Mais ces phénomènes-là sont, de mon point de vue, irréversibles.
Et l'autre phénomène, c'est, dans un monde d'abondance, c'est la personnalisation. Chacun veut exister individuellement dans un monde dans lequel, finalement, il y a énormément de choix. Et donc, vous avez une parcellisation des lots qui intervient, c'est-à-dire que tout le monde veut avoir son objet et être reconnu. Et grâce à cet outil, qui finalement transmet énormément d'informations, et bien d'ailleurs, le consommateur devient consomme-acteur. Et consomme-acteur, ça veut dire qu'il veut rentrer, et être pas uniquement un objet de consommation, mais il veut rentrer beaucoup plus profondément et agir sur sa consommation. Et il veut rentrer dans l'entreprise et veut comprendre non seulement qui est l'entreprise qui lui fabrique ses biens ou ses services, mais il veut être acteur de sa consommation, c'est-à-dire qu'il veut être partie prenante. Ça a des conséquences aussi très fortes sur la manière dont on conçoit nos produits. Alors je vais vous donner quelques exemples dans le pneumatique. Il y a 20 ans, avec une dizaine de dimensions pneumatiques, vous arriviez à peu près à satisfaire les besoins de 80% des constructeurs automobiles. La dernière plateforme de l'Audi A6, A7, qui vient de sortir, a 21 dimensions au catalogue. D'accord ? En gros, c'est 2 voitures, donc 21 dimensions. D'accord ? Et en plus de ça, c'est 21 dimensions de pneumatiques, mais en plus de ça, vous avez des pneumatiques été, vous avez des pneumatiques hiver, vous avez des pneumatiques dits all season, vous avez des pneumatiques sport, vous avez des pneumatiques pas sport. Donc en fait, vous avez un foisonnement énorme. Et tous ces pneus sont marqués parce qu'ils ont des spécifications constructeurs dédiées. Donc ils ont un marquage spécifique lié aux particularités des spécifications de Audi. Et donc ça, vous l'avez chez la plupart des constructeurs et vous l'avez à l'échelle mondiale. Et donc d'un marché qui était il y a 20 ans, en gros, dimensionné à 80% par quelques dimensions, aujourd'hui, vous avez un foisonnement avec les 20 dimensions, vous couvrez à peine 1% du marché, à peine. D'accord ? Donc il y a une révolution, la personnalisation, elle touche le domaine du pneumatique de manière très importante. Et puis vous avez un foisonnement de l'offre. Il y a 20 ans, en gros, vous aviez 3 gros acteurs sur le marché qui dominaient le monde du pneumatique. Aujourd'hui, vous avez à peu près 150 manufacturiers en Chine, nouveaux. D'accord, dont on ne connaît pas tous les noms d'ailleurs. Hein. Et vous en avez autant qui se créent un peu partout dans le monde, parce que l'industrie du pneumatique est une industrie qui a 150 ans d'âge et dans laquelle la technologie de base est disponible à grande échelle, et puis il y a suffisamment d'attrait dans notre catégorie pour réaliser suffisamment de profit pour que beaucoup de monde s'intéresse à la catégorie. Et donc du coup, pour Michelin, l'impact, c'est une hyper-concurrence. Et donc là-dessus, il faut être excellent dans tous les compartiments si vous voulez continuer à être le leader dans votre métier. Et donc pour Michelin, l'enjeu de l'excellence opérationnelle, il est impératif. C'est une condition de survie. C'est-à-dire que si on n'est pas excellent opérationnellement, on n'est pas dans le jeu. Donc vous avez beau avoir le meilleur produit du monde, ben vous sortez du jeu, simplement parce que si vous n'êtes pas capable de l'exécuter correctement, vous êtes balayé par le foisonnement de l'offre. L'autre élément qui nous impacte aussi, on parlait de l'évolution du consommateur, dans ses attentes, qui devient consomme-acteur, c'est qu'on passe d'une économie où on distribuait nos produits, il s'agissait simplement de les amener à disposition, à une économie de l'expérience, où là, la distribution doit jouer un rôle complètement différent, dans lequel elle explique, elle conseille, elle va donner au consommateur, qui a énormément de choix devant lui, une expérience. Et puis on le voit aussi, l'impact des outils digitaux, avec le e-retail, qui commence à être un canal concurrent des canaux physiques. Et en réalité, cette concurrence, elle est temporaire. Notre conviction, en tout cas ma conviction personnelle, c'est que très rapidement, il va y avoir une convergence des outils. C'est-à-dire que vous allez avoir ce qu'on appelle le ROPO, le Research Online, Purchase Offline, ou le Research Offline et le Purchase Online. En fait, le ROPO, on va l'avoir dans les deux sens. Et vous allez avoir une expérience qu'on appelle seamless, digital, physique. Et donc, il faut nous préparer à cette opération-là. Alors, vous avez des acteurs dans le monde qui, eux, sont partis du digital et donc sont très performants sur l'aspect
compréhension de l'outil digital dans la relation avec le client et qui derrière développe toute l'infrastructure logistique. Nous, Michelin, nous étions physiquement présents précédemment et nous rentrons dans l'ère digitale. Et donc, notre enjeu, c'est finalement d'arriver à un bon équilibre de manière à pouvoir être là dans les années à venir et être capable d'être aussi performant que nos concurrents digitaux. Je ne citerai aucun nom, mais je pense que vous savez à qui je fais référence. Et il y en a d'ailleurs pas qu'aux États-Unis, hein, vous avez les mêmes en Chine ou dans d'autres parties du monde. Avec chacun d'ailleurs une vision extrêmement mondialisée des choses, hein, avec une vision aussi assez où finalement l'existence d'autres individus sur le secteur n'est pas forcément souhaitée. L'autre élément très important, c'est l'accélération, c'est la vitesse. C'est-à-dire qu'on parlait de l'excellence opérationnelle, mais c'est que tout le monde réagissant au même moment avec les mêmes informations, il faut organiser toute votre entreprise pour qu'elle soit capable de réagir extrêmement rapidement. Ça, c'est un de nos grands défis. Et on a à peu près 120 000 personnes dans le groupe aujourd'hui, dans le monde. On est présent dans tous les pays du monde. On a des flux un peu partout. Je vous donnerai quelques chiffres tout à l'heure. Mais la coordination de tout ce système pour qu'il soit efficace et qu'on soit capable de livrer dans un temps court, nous oblige à créer des écosystèmes tout à fait particuliers et à changer complètement notre footprint logistique. D'ailleurs, on a des équipes logistiques de Michelin qui sont avec nous là aujourd'hui. On repense nos systèmes logistiques environ tous les 2 ou 3 ans. Bon, on les repense en profondeur, c'est-à-dire qu'on change physiquement tous nos dépôts, nos systèmes de transport, etc. Et puis on a un investissement massif dans tous les systèmes d'information qui permettent d'orchestrer beaucoup plus mécaniquement des millions de données pour être capable d'être le plus efficace possible et de pouvoir accélérer, de pouvoir répondre à cette attente nouvelle de l'instantanéité de la réponse aux besoins des clients. Et tout ça, il faut le faire en réduisant les coûts, en permanence, et en réduisant les capitaux employés. Et donc là, ça commence à devenir un faisceau de contraintes extrêmement important, parce que, en fait, nos consommateurs, nos clients, finalement, ça leur est complètement égal de savoir comment on fait. Eux, ce qu'il leur faut, c'est le produit le moins cher possible, le plus rapidement possible. Et donc, en réalité, nous, il faut qu'on fasse tout ça le moins cher possible en utilisant le moins de capitaux possible. Le moins de capitaux possible dans la supply chain, c'est le moins de stock possible, c'est le moins d'investissement possible, le moins de palettes, etc. Et ça, c'est un défi dont tous les paramètres sont de plus en plus complexes à gérer. Je vous parlais du foisonnement de la concurrence, du foisonnement de l'offre. Ça met une grosse pression sur les marges. L'enjeu pour Michelin, c'est assez simple. Aujourd'hui, on a, dans certains types de pneumatiques, dans certaines catégories, le coût logistique est équivalent à la marge totale qu'on réalise sur le produit. Donc l'enjeu de l'optimisation du coût logistique est absolument crucial, parce que devant d'ailleurs une tendance naturelle de la marge à décroître en fonction de la vie du produit, l'enjeu de l'optimisation du coût logistique est crucial pour arriver à maintenir nos marges, voire à les augmenter si on est capable d'être plus rapide dans l'optimisation de nos coûts que précédemment. Et puis, on a toute cette révolution qu'il faut financer. Et donc, l'utilisation des capitaux employés est cruciale. Toutes les marges qu'on va dégager dans nos stocks, c'est autant de capital immobilisé qu'on peut réutiliser pour aller faire d'autres investissements dans le digital, pour aller mieux organiser nos flux, etc. Et pour Michelin, les enjeux se chiffrent en centaines de millions d'euros. Hein. Ce ne sont pas des petits enjeux. Et donc nos équipes supply chain, là, ont un léger objectif d'aller chercher plus d'1,3 milliard 3 ou 4 dans nos stocks. D'accord ? Avec un service au client amélioré. Parce qu'on sort aussi une vieille croyance dans le groupe, et ça, c'est une transformation importante qui s'opère en ce moment, c'est que dans le groupe, on avait un peu le réflexe du hamster, c'est-à-dire qu'on faisait beaucoup de stock en disant ça va nous permettre de mieux servir nos clients. En réalité, on s'aperçoit que ce n'est pas vrai, on aboutit simplement à engorger les systèmes, donc on fabrique beaucoup de stock, on immobilise beaucoup de cash, et on sert finalement moins bien nos clients. Et donc, dans toutes les transformations actuelles, on a
parallèlement à cette transformation mécanique des choses, on a une transformation mentale de toutes nos équipes autour du fait de dire que excès de stock finalement nuit. Si vous êtes sportif, vous savez aussi que quelquefois, quand vous faites un tout petit peu trop de gras, finalement, quand vous courez moins vite, vous faites moins vite du vélo. Dans l'entreprise, c'est pareil. Et par contre, on est tous les jours dans une compétition olympique, et donc en réalité, vous n'avez pas le droit de faire du gras. Parce que là, vous allez le payer. Et pour l'entreprise, quand vous le payez, c'est en général assez grave. Voilà. Et donc, à toutes ces contraintes, le nœud dans l'entreprise, c'est la supply chain. C'est le métier de coordination de toutes ces contraintes et qui anime au quotidien, finalement, toutes ces contraintes et qui cherche à les optimiser en permanence. Donc vous êtes au cœur, donc je suis très content d'être avec vous, au cœur des opérations de Michelin quand je vous parle aujourd'hui. La supply chain fait partie de la coordination majeure de toutes nos opérations. On a un process clé qu'on appelle le SNOP, c'est le Sales and Operation, dans lequel se rencontrent nos systèmes industriels, nos systèmes gestion de flux, nos forces de vente, et en gros les marchés. Et tout notre enjeu, c'est de connecter le plus rapidement possible tous nos moyens de production avec les marchés et d'orchestrer tout ça à travers un système supply chain le plus efficace possible et qui consomme le moins de ressources possible. En fait, ils ont toujours une équation très facile à gérer, nos équipes supply chain. Voilà, donc voilà ces éléments introductifs. Alors je vais vous donner quelques chiffres pour vous donner une idée de ce que nous avons à gérer. Alors on n'est pas particulièrement brillant et il faut rester très humble parce qu'on a suffisamment de problèmes à traiter. Mais donc le groupe Michelin, c'est 70 usines, à peu près 140 magasins dans le monde. On gère 3,5 millions de mètres carrés et on gère beaucoup de flux. Alors, un pneumatique, il a 200 composants. Une partie des composants, vous ne pouvez pas les fabriquer localement. Quand vous êtes en Russie, vous n'avez pas d'EVA qui poussent naturellement en Russie, parce que l'EVA, il pousse uniquement dans une bande dans le monde autour de l'équateur. Et donc, vous avez simplement une bande autour du monde où vous pouvez avoir de l'EVA. Donc, par nature, notre catégorie nous empêche d'avoir tous les semi-finis à proximité. Et donc, on a beaucoup de flux qu'on est obligé de gérer pour cette simple raison, le caoutchouc naturel, il faut aller chercher au Nigeria, au Brésil ou en Thaïlande. Et donc, quand vous êtes en Russie, ben, du coup, il faut faire venir le flux de Thaïlande ou du Nigeria ou du Brésil. Nos livraisons en produits finis, on fait à peu près 30 000 livraisons clients par jour. On a à peu près 1000 camions par jour qui délocalisent nos produits vers les marchés. Et on a à peu près 1,5. La complexité qu'on a à gérer au total par nos équipes supply chain, c'est 1,5 SKU par jour à traiter. Toute la complexité de toutes les combinaisons possibles produits, c'est à peu près 1,5 million de références à gérer de produits finis par jour. Et puis je vous parlais de l'amont, donc on est obligé d'importer des matières premières. On a aussi des produits chimiques, par exemple, sur lesquels on a des sourcings uniques en Chine, parce qu'il ne reste plus de fournisseurs de ce type de produits chimiques dans le reste du monde. Ils ne sont qu'en Chine, donc là, mécaniquement, on est obligé de faire venir des flux. Et donc là, on a à peu près, je vous parlais de la gomme naturelle tout à l'heure, on a à peu près 750 000 tonnes de gomme naturelle qu'on fait venir de 120 fournisseurs. Et on fait vivre à travers la gomme naturelle, d'ailleurs il faut avoir conscience de ça, uniquement la consommation de gomme naturelle de Michelin fait vivre environ 800 000 personnes dans le monde, toutes les personnes qui vont aller saigner les EVA pour aller récolter le caoutchouc naturel. C'est à peu près 800 000 personnes dans le monde. Donc Michelin, c'est 120 000 personnes employées de Michelin, mais en réalité, Michelin fait vivre un écosystème d'environ 1 million de personnes, quand on prend tout cumulé. Et puis, nous avons 180 réceptions de containers par jour à traiter pour traiter ces flux de gomme naturelle. C'est environ, alors je le lis parce que je ne me rappelle pas tous ces chiffres par cœur, c'est 420 containers par jour par usine à traiter. Tous les flux de semi-finis qui doivent rentrer dans nos usines. Et donc, il y a à peu près 750 000 références de produits semi-finis à traiter ou de matières premières à traiter dans nos usines. Donc, vous voyez, donc 1,5 million de références produits finis et 750 000 de références semi-finis et matières premières. Alors, en termes de maritime, donc on a beaucoup de flux maritimes, hein, bien sûr. On a aussi des flux avions, mais en proportion bien moindre.
mais en maritime, on représente 0,4% du fret maritime. Ça peut paraître faible, du fret maritime mondial. Hein. Ça peut paraître faible. Enfin, on est quand même dans le top 50 des chargeurs maritimes dans le monde. On émet, à travers tous nos flux logistiques, 1 million de tonnes de CO2. Et ça, c'est quand même beaucoup. Et d'ailleurs, quand vous regardez les émissions de CO2 du groupe Michelin, vous avez trois, on appelle ça les scopes, dans le jargon technique des Nations Unies. Vous avez le scope 1. Le scope 1, c'est la production de nos usines de fabrication. Donc ça, c'est notre impact direct lié à la fabrication de nos produits. Ça représente environ 3 à 4% des émissions de CO2 induites par les activités du groupe Michelin. Donc c'est en fait mécaniquement très très faible. Le scope 2, donc ce qui concerne toutes nos activités logistiques, tous nos transports de produits, donc ça c'est tout l'aspect mécanique de livraison de flux liés à nos activités. Lui, c'est un impact beaucoup plus élevé, qu'il est de l'ordre de 12 à 13% de nos émissions de CO2 dans le monde. Donc on le voit 3 fois à 4 fois supérieur à nos usines. Donc, et en fait, pendant pas mal d'années, on s'est d'abord préoccupé de diminuer l'impact environnemental de nos usines. Et aujourd'hui, on a un énorme focus autour de tout l'impact indirect de nos émissions de CO2 à travers les livraisons et à travers toute la gestion de nos flux. Et donc ça, c'est un enjeu, je crois que vous allez en parler aujourd'hui. C'est un enjeu dont on a parlé à Moving On, parce que c'est un enjeu critique dans les années à venir pour respecter l'environnement. Et après, on a le scope 3. Et le scope 3, c'est les émissions de CO2 liées à l'usage de nos produits. Et celui-là, c'est l'effet majeur de la consommation et de l'impact CO2. C'est tout, vous ne le savez pas, j'en profite pour faire un peu de publicité, mais le pneumatique, c'est à peu près 1 plein sur 5 sur votre voiture, il est lié uniquement au pneumatique. C'est la déformation constante du pneumatique qui absorbe de l'énergie. Donc vous avez à peu près 20% de l'énergie du véhicule qui est uniquement là pour satisfaire la consommation d'énergie liée au pneumatique. Donc le pneumatique a une incidence directe sur la consommation des véhicules. Et sur un véhicule électrique, le pneumatique tout seul, ce qu'on appelle la résistance au roulement en termes de performance dans le pneumatique, c'est entre 5 et 8% d'autonomie directement liée au pneumatique. Donc on a une incidence directe impact environnemental lié à l'usage de nos produits. Donc ça, c'est un secteur qu'on ne va pas développer aujourd'hui, mais il faut que vous sachiez ça. Donc, en termes d'enjeux environnementaux, bien sûr, on travaille dans nos usines. Aujourd'hui, notre priorité, c'est d'essayer de comprendre comment nous allons travailler en indirect, parce que nous sous-traitons la majorité, voire presque l'intégralité de tous nos flux à des prestataires. Donc, comment on va aller agir sur nos écosystèmes pour aller faire en sorte qu'ils diminuent leur impact. Et puis après, vous avez tout l'impact lié à l'usage de nos produits. Donc les activités supply chain et logistique chez Michelin, c'est environ 5000 personnes. Et c'est au total plus de 20 000 personnes qui sont mobilisées au quotidien pour faire tourner nos systèmes logistiques dans le monde. Voilà. Alors, on l'a vu, donc on doit aller chercher à peu près 1,5 milliard de cash dans nos stocks. On doit aller faire des économies au quotidien. Donc le minimum, c'est d'avoir dans nos systèmes logistiques et supply chain la capacité chaque année à couvrir l'inflation. Ça paraît anodin, mais en réalité, ça représente un effort d'environ 60 à 70 millions d'euros par an, uniquement pour aller couvrir l'inflation. Et ensuite, il faut qu'on soit plus performant. Et donc, en fait, il faut qu'on aille chercher, au-delà des 60-70 millions qui nous permettent simplement d'éviter d'avoir une baisse de nos marges, il faut qu'on aille chercher des gains de productivité supplémentaires pour aller compenser l'érosion mécanique des marges qui est liée à le temps que nos produits est sur le marché. Donc ça, c'est un effort extrêmement important, quotidien, sur lequel toutes nos équipes sont mobilisées. Alors je vous l'ai dit, donc le système supply chain est le cœur du pilotage de toutes nos business units. Donc on a un système très transverse. Donc nos équipes supply chain, dont Pascal Zamit est
le directeur au niveau du groupe, est totalement transverse. C'est-à-dire que les business units ne choisissent pas leur transporteur, ne choisissent pas leur système de livraison, ne choisissent pas leur système de stockage. Tout ça est orchestré en interne parce que nos marges ne nous permettent pas de ne pas être au maximum des synergies à développer. Alors on n'est pas parfait, hein, mais on a un enjeu majeur sur ce sujet-là, et lié au fait que la catégorie pneumatique est une catégorie difficile, et si on veut être performant en termes de marge, il faut qu'on soit absolument performant en termes de supply chain. Et puis, pour être performant en termes de marge, il faut continuer à satisfaire des clients. Ça paraît anodin, mais en fait, si vous n'avez pas de clients, vous ne ferez pas de marge. Vous avez beau avoir un beau produit, des coûts parfaitement optimisés, et le client, je vous disais, il se transforme, et donc il faut le satisfaire en permanence. Et c'est une cible mouvante qui change. Les systèmes de distribution sont impactés en permanence par le changement du comportement du consommateur, qui devient consommateur, et le taux de service de nos clients, aujourd'hui, est une mesure majeure de toutes nos équipes. Alors, c'est complètement transverse, ça ne touche pas uniquement les équipes supply chain, ça touche toutes nos équipes, les équipes commerciales, mais également les équipes industrielles. Donc, toutes les équipes de Michelin sont mobilisées autour de la satisfaction de nos clients. Et bien sûr, le SNOP, donc tout le système d'orchestration de la supply chain, est cœur dans l'articulation de toutes les relations qui doivent exister entre les personnes de Michelin pour aller satisfaire au mieux les clients. Et dans la satisfaction client, on a encore beaucoup de progrès à faire. C'est-à-dire qu'on se rend compte que mieux on connaît nos clients, plus on se rend compte des progrès qu'on a à réaliser. Alors un autre élément essentiel en termes d'optimisation des coûts, c'est le concept de, je vous ai parlé de consommateur qui devient consommateur, je parlais de la simplexité. La simplexité, c'est la manière la plus simple possible de traiter la complexité qui s'impose à vous. Trop souvent, on voit la complexité qui est niée. C'est-à-dire qu'on essaye d'éviter d'en parler, et puis on essaye de sursimplifier cette complexité. Non, dans le monde dans lequel nous sommes, et je pense que dans le monde dans lequel nous allons, il est crucial de comprendre que c'est l'attitude managériale et les systèmes que vous mettez en place de management que vous proposez qui doivent gérer la complexité. Donc il s'agit d'être à l'aise avec la complexité et surtout pas de la nier. Il s'agit de la gérer de la manière la plus simple possible. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous avez d'un côté un monde qui devient de plus en plus parcellisé, fragmenté, à servir, de plus en plus individualisé. Je dis aujourd'hui, il y a 10 ans, on avait 4 ou 5 segments à servir. Demain, on aura 7 milliards de marchés à servir. Donc, il faut qu'on s'adapte assez vite, parce que derrière, chaque individu, même regroupement d'individus, va devenir un marché. Et donc, il faut qu'on s'adapte à ça. Mais par contre, derrière, il faut que vous soyez le plus rationalisé possible et que vous soyez capable de différencier au dernier moment votre offre, mais d'avoir un système extrêmement performant en arrière, industriel, pour être capable d'orchestrer tout ça. La simplexité, c'est donc la capacité à développer des systèmes mécaniques dans lesquels vous allez faire de l'assemblage au dernier moment pour satisfaire l'individualité de chacun de vos marchés et en même temps être le plus rationnel, le plus industriel de l'autre côté, que ce soit d'ailleurs dans les produits ou dans les services, pour être capable d'optimiser vos coûts. Dans la supply chain, c'est pareil. La supply chain, elle doit être capable d'aller livrer avec une capillarité absolument colossale. On a plusieurs centaines de milliers de points de vente à servir au quotidien. Et en même temps, être la plus rationnelle possible pour maximiser l'utilisation des actifs, donc des outils de transport, qu'ils soient bateaux, avions, camions ou autres, et pour optimiser les coûts. Ça, c'est un système qui n'est pas évident, qui nous entraîne d'ailleurs à partir en écosystème. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte qu'on n'est plus capable, nous, d'aller servir directement toute cette complexité-là, et cette hyper-fragmentation du marché, qui est, de mon point de vue, inéluctable, et à laquelle on doit faire face, on ne peut plus la servir en direct de Michelin. On doit être capable de l'orchestrer, on doit être capable de mettre en visibilité l'intégralité des stocks sur toute la chaîne de distribution, mais je pense qu'on ne sera pas capable, nous, d'orchestrer
la capillarité nécessaire du marché qu'on a à servir, c'est-à-dire des centaines de milliers de points de vente qui vont d'ailleurs bouger en permanence. Et donc on va passer par des relais. Et donc vous allez voir, vous avez vu le groupe Michelin intervenir en s'intégrant beaucoup plus avec des grossistes. Vous allez voir le groupe Michelin beaucoup plus s'intégrer dans les années à venir sur d'autres écosystèmes, de manière à être capable d'orchestrer un écosystème dans lequel Michelin va prendre la responsabilité de la livraison au niveau capillaire le plus détaillé possible, mais en réalité, dans l'exécution, il y aura énormément d'intermédiaires qui vont agir, et de partenaires, en fait, l'intermédiaire, c'est plutôt des partenaires de nos écosystèmes qui vont assurer cette livraison capillaire le plus loin possible. Ça, c'est la simplicité. On est encore au début du chemin sur ce sujet-là. On a beaucoup d'initiatives là-dessus et on a encore beaucoup de choses à faire. Donc, je vous ai parlé des écosystèmes. Demain, demain, il est certain que l'entreprise qui réussira, c'est l'entreprise qui est capable d'être connectée avec des partenaires et qui est capable d'avoir compris comment se répartissait la valeur entre soi et le partenaire qu'on a en face. Cette question-là, elle n'est pas évidente. On en a parlé à Moving On, parce que derrière, on va prendre la ville, par exemple. Il faut bien comprendre que l'espace urbain va continuer à augmenter, puisqu'on aura à peu près 75% de la population mondiale qui sera en milieu urbain à l'horizon 2030. Et cet espace urbain, il va se densifier. Alors, ce n'est pas vrai dans toutes les parties du monde, mais donc, on voit déjà arriver ce phénomène-là à Los Angeles, mais la densification, elle est déjà là en Chine. Vous avez des villes de 30 millions d'habitants sur une surface qui est bien moindre que celle que vous avez aux États-Unis. Je parlais de Los Angeles, par exemple. Los Angeles, c'est une ville qui fait 120 km de long sur 70 km de large. Donc, mais en Chine, vous avez l'équivalent de la même population sur une surface beaucoup, beaucoup plus réduite. Ça, mécaniquement, l'espace urbain, aujourd'hui qui est libre, tout le monde peut arriver sur l'espace urbain comme il le veut. Commence à être un petit peu restreint. On voit des initiatives à Londres où on commence à dire non mais l'espace urbain, si vous voulez y avoir accès, pas de problème, mais vous allez payer. Vous avez d'autres endroits dans le monde où on essaie de restreindre l'accès et là, ça provoque des engorgements épouvantables parce que vous n'avez pas pensé votre système urbain différemment. Alors vous me dites, mais quel est le rapport avec la supply chain? Mais il est évident que les villes vont obliger à la rationalisation de l'usage de l'espace urbain, qu'il soit à titre individuel ou qu'il soit à titre collectif. C'est-à-dire qu'on ne va pas autoriser chaque individu à avoir son propre système de livraison en fonction des produits qu'il a. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on le voit à travers la parcellisation des lots de nos pneumatiques. On a lancé certaines initiatives dans le monde où on permet, grâce à notre site internet, d'aller livrer un pneu, 2 pneus à façon. Mais après, on les envoie sur des points d'intégration et vous avez un distributeur qui, tout d'un coup, sur ce point d'intégration, se met à recevoir 15 camionnettes de livraison parce que vous avez 15 clients qui ont commandé 1 ou 2 pneus et puis on a pris le même point d'intégration. Mais chacun a choisi un prestataire différent. Donc vous avez une camionnette UPS, une camionnette DHL, une camionnette FedEx, une camionnette qui arrive quasiment au même moment dans le point de vente. Et le point de vente, le point d'intégration dit mais attendez, mais qu'est-ce que c'est que ce BINS? Moi je ne peux pas le gérer. Et puis alors, donc ces camionnettes ne peuvent pas livrer au même moment. Elles sont obligées d'attendre et elles provoquent des encombrements. Et c'est ce qu'on voit un peu partout. On voit des tas de camionnettes qui sont arrêtées à des tas d'endroits parce qu'elles font chacune individuellement a une tâche extrêmement précise à effectuer, sauf que derrière, le système n'est pas compatible avec une densité d'un milieu urbain qui va être de plus en plus importante. Donc, l'accès dans les villes va devenir un problème majeur, et donc les systèmes logistiques vont être obligés de se désagréger. Et on va avoir des spécialistes du last mile qui vont faire l'intégration pour l'accès en centre-ville. Et donc, tous les autres systèmes logistiques vont devoir composer avec ces systèmes qui ne seront pas énormes, qui ne sont pas très nombreux, qui vont avoir l'accès dans le centre-ville. Et donc, il faut déjà commencer à imaginer quel type de partenariat on va nouer, parce que si on veut avoir accès au centre-ville, on ne va pas y accéder directement avec ses propres systèmes, on va être obligé de passer par des intermédiaires. Et puis, je ne sais pas combien il y en aura, mais il y en aura plusieurs.
et voire beaucoup. Et donc derrière, il va falloir qu'on travaille beaucoup plus en écosystème qu'on ne le faisait par le passé. Et ça, c'est un des exemples, mais la question de l'usage des autoroutes, la question de l'usage des routes va se poser de la même manière. Et on sait qu'on a un système de transport qui est parfaitement inefficace, puisque le taux de chargement moyen, alors en Chine, le taux de chargement moyen des camions est de 50%. Donc vous avez un système qui encombre et qui est largement inefficace. Alors je ne pointe pas la Chine, parce qu'en Europe, c'est pas beaucoup mieux. C'est un peu mieux, mais c'est pas beaucoup mieux. Et aux États-Unis, c'est mieux, mais c'est pas encore ça. Et puis vous avez un autre phénomène. Si on prend les États-Unis, aux États-Unis, en ce moment-là, au moment où je vous parle, il manque 350 000 chauffeurs. 350 000 chauffeurs sont en besoin, mais ne trouvent pas, enfin les flottes de transport n'ont pas ces conducteurs en place. Donc de toute façon, si vous n'avez pas les conducteurs, vous pouvez avoir une offre, à supposer que l'espace urbain soit libre, etc. Si vous n'avez pas les conducteurs, ben derrière, vous êtes obligé de repenser votre système de chargement différemment, parce que vous n'aurez pas suffisamment de camions pour aller livrer tout ce que vous avez à livrer. Donc en ce moment, c'est le cas aux États-Unis, mais c'est aussi le cas au Japon, et on commence à voir ces phénomènes arriver en Europe. Et ça va arriver dans toutes les économies développées assez rapidement, parce que c'est un métier qui est difficile. C'est un métier qui est moins attractif que d'être dans un bureau. Donc c'est un métier qui va avoir aussi à travailler sur l'attractivité des métiers de conducteurs et qui va impacter tous nos systèmes logistiques, qu'on le veuille ou pas. D'ailleurs, Michelin est assez impliqué sur ces questions pour aider nos entreprises de transport à voir comment fidéliser, développer des systèmes qui permettent de fidéliser les conducteurs chez les transporteurs. Donc, tous ces éléments-là, la notion d'écosystème va devenir critique. Alors, bien sûr, il y a un élément fondamental, vous qui êtes dans la supply chain, vous le savez, c'est il faut, pour gérer le flux correctement, il faut avoir de l'information. L'information est en train de passer d'un statut de coût nécessaire au statut d'un des actifs principaux du groupe Michelin. Et ce changement-là implique énormément de répercussions et énormément d'implications nouvelles pour les équipes de Michelin. Parce que la donnée, c'est le fer de lance de la guerre économique de demain. Celui qui maîtrise la donnée va être capable de beaucoup mieux orchestrer toutes ces opérations. La technologie, bien sûr, alors la technologie avec tous les systèmes intégrés qui déjà vont agréger les données, mais la technologie va aussi avoir un impact sur nos systèmes parce que la complexité de ce que nous avons à faire nécessite de la technologie. Alors, c'est très important aussi de comprendre que la technologie ne suffira pas à gérer toute la complexité. Il faudra, en nœud de tous ces éléments de technologie, il y aura l'humain. Parce que le cerveau humain sera amené, et nos équipes sont déjà en train de faire ça, nos équipes sont amenées à prendre des décisions d'anticipation et autres qu'on n'est pas capable de faire aujourd'hui par de l'intelligence artificielle. Et je pense que même, je ne pense pas que ça soit réalisable dans un futur très très proche. Et puis je ne suis même pas sûr que ce soit utile de le faire. Par contre, l'orchestration du système humain, et ça va être ma conclusion, avec toute cette débauche de technologie, il faut se rappeler qu'à l'arrivée, on fait ça pour permettre à l'humain d'exercer au mieux son intelligence. Et c'est ça le point critique, et même dans une opération supply chain, on s'aperçoit qu'au moment où ça devient difficile, il faut avoir orchestré un système humain performant qui puisse orchestrer le système supply chain correctement. Voilà, ce sera ma conclusion. Merci beaucoup pour votre attention et bonne journée.